Mesdames et messieurs les professionnels de la santé en exercice sur le continent africain, chers confrères et consoeurs de la communauté médicale REMA, distingués invités de prestige, mesdames et messieurs, bonjour. La compétence s'acquiert par l'apprentissage. N'arrêtez donc jamais d'apprendre, nous enseignait Mukta Kipta. Dans l'espérance que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue à notre atelier médical hebdomadaire de la communauté REMA, la plateforme qui nous permet d'apprendre continuellement par le partage d'expériences entre médecins d'Afrique. Je suis Pascaline Fassinou, médecin diplômé d'État béninois, chargée des relations scientifiques à REMA. C'est pour moi un privilège de conduire l'animation de notre atelier médical de ce matin qui a pour thème les agressions sexuelles. Selon l'ONU Femmes, on estime que 736 millions de femmes dans le monde, soit près d'une femme sur 3, ont subi au moins une fois des violences physiques et ou sexuelles de la part d'un partenaire intime et ou des violences sexuelles de la part d'une autre personne. Il est estimé à 30% des femmes de plus de 15 ans. La violence sexuelle est de ce fait un problème de santé publique et de droits humains qui a des conséquences à court et à long terme sur la santé physique, mentale, sexuelle et reproductive des victimes. Le professionnel de santé, premier acteur de prise en charge et de suivi des victimes, doit donc être aguerri afin d'offrir des soins de santé de qualité. C'est dans cette optique que je reçois pour vous ce jour un spécialiste de la question. Il est médecin légiste ayant à son actif plusieurs articles sur la thématique de ce jour. Vient de la faculté de médecine de Tanger au Maroc. Notre échange se déroulera selon le chronogramme ci-après. Après l'animation de la formation par notre comité, suivra la phase des questions et réponses, puis la présentation de l'application REMA et de la procédure de demande d'attestation. Et nous finirons bien sûr par une conclusion et l'annonce du prochain webinaire. Bonjour, professeur Sami Nia. Bonjour Pascaline, merci pour l'introduction. Je vous en prie, soyez la bienvenue parmi nous. Merci de nous avoir honorés de votre présence. La parole est à présent à vous pour présenter le contenu de votre communication. Ok, merci Pascaline. Je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour interagir avec vous autour d'une question qui est très intéressante pour nous en tant que praticiens hospitaliers. C'est la question qui tourne autour des agressions sexuelles ou les violences sexuelles, essentiellement chez les mineurs. Pourquoi j'ai choisi de traiter cette question chez les mineurs? Parce que la technique d'entretien est un peu difficile par rapport au sujet adulte. Donc, sans tarder, on va commencer notre présentation. Et comme a dit Pascaline, vous pouvez poser les questions à la fin, mais si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas, vous pouvez interagir à n'importe quel moment. Je suis prêt à vous répondre, d'accord? Je vais arrêter la vidéo pour avoir une meilleure connexion. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que vous avez reçu la première plaque? OK. Oui, oui. D'accord. Alors, on commencera notre présentation. Ouais, ça marche. OK. Pour les objectifs éducationnels, normalement, à la fin de cette présentation, vous devez être capable d'assurer un entretien humanisé et efficient avec un enfant victime de violences sexuelles, de maîtriser les techniques d'examen et de documentation des cas de violence chez les enfants, d'assurer la réalisation des prélèvements médicaux et légaux, de dépister et de prévenir les complications des agressions sexuelles et aussi de rédiger correctement un certificat médico-légal suite à une agression sexuelle chez un enfant ou chez une personne mineure. Pardon. Alors, sachez qu'au Maroc, la violence à l'égard des femmes et des enfants a poussé le ministère de la Santé et de la Protection sociale à institutionnaliser un programme national de prise en charge
qui date de l'année 2017 par cette circulaire qui a été signée le 30 août 2017. Sachez encore qu'il y a un document de cadrage qui a été élaboré par la direction de la population et plus spécifiquement par la division de la santé maternelle et infantile pour donner les lignes directrices aux professionnels de santé concernant ce programme de lutte contre la violence à l'égard des femmes et aussi des enfants. Alors, c'est quoi la maltraitance à l'égard des enfants? La maltraitance à l'égard des enfants, elle peut avoir plusieurs facettes. Il y a la maltraitance ou la violence physique, il y a la violence affective, la violence sexuelle, les négligences, les exploitations, les incitations à la pornographie et l'utilisation aussi des enfants dans des films de pornographie. Donc, la maltraitance à l'égard des enfants a plusieurs facettes. Aujourd'hui, on va zoomer sur la violence sexuelle. D'accord? La violence sexuelle, c'est quoi? La violence sexuelle, c'est le fait de faire participer un enfant à des activités sexuelles qu'il n'est pas en mesure de comprendre. Pourquoi? Parce que l'enfant ou ses capacités de discernement sont un peu limitées et ils sont en cours de développement, bien sûr, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. D'accord? Et ces activités sexuelles, en principe, ils sont inappropriées à l'âge de l'enfant. La violence sexuelle ou l'abus sexuel peut être réalisé ou pratiqué soit sous contrainte ou sous séduction. D'accord? Et toujours, il y a un gradient d'âge entre l'auteur et la victime. Vous pouvez trouver que l'agresseur est un adulte ou carrément un enfant qui s'approche de l'âge adulte, mais cet enfant, en principe, il est plus âgé que la victime. Alors, il y a plusieurs formes d'abus sexuels. Il y a tout d'abord les attouchements. Les attouchements, c'est le fait de juste de toucher l'enfant dans un but sexuel. Les pénétrations, elles peuvent être soit orales, vaginales, anales, par un organe sexué ou par un autre objet. L'exhibitionnisme, c'est le fait de montrer ses organes sexués à l'autre. Le voyeurisme, c'est le fait de regarder l'autre d'une manière clandestine. Et aussi le fait que l'enfant participe ou écoute des conversations à caractère sexuel, le fait qu'elles soient exploitées d'une manière commerciale dans la prostitution ou la production d'un matériel invisible pornographique. Alors, pour comprendre l'agression sexuelle, comme je viens de le dire, la violence sexuelle, c'est l'une des facettes de la maltraitance à l'égard des enfants. Et la maltraitance à l'égard des enfants a plusieurs facteurs. Et il y a les facteurs individuels, relationnels, communautaires et sociétals. Donc, ces facteurs, normalement, on les cherche lors de l'entretien avec l'enfant et aussi de son entourage. Pourquoi? Parce que pour poser le diagnostic de la maltraitance à l'égard des enfants, il faut rassembler le maximum des signes en faveur pour parler à la fin d'une possible maltraitance à l'égard des enfants. Vous allez le comprendre par la suite. Alors, pour les facteurs individuels, il y a l'auteur et la victime. Pour l'auteur, l'âge jeune des parents, il peut être un facteur déclenchant de la violence. Comment? Parce que tant qu'on est jeune, on a moins d'expérience, on est un peu impulsif et agressif et on ne raisonne pas. Donc, ça risque d'engendrer ou de déclencher un processus de violence. Le faible niveau de scolarité. La famille monoparentale, lorsqu'on parle d'une famille monoparentale, c'est-à-dire qu'il y a un seul parent. Et lorsqu'il y a un seul qui s'occupe d'un enfant, donc il doit faire son rôle et le rôle de l'autre partie qui n'existe pas, et ce qui entraîne une surcharge dans sa responsabilité. Et lorsqu'on parle de surcharge, il y a un stress en plus, ce qui risque de déclencher aussi la violence. Aussi, et les antécédents de violence
familiale dans l'enfance des parents, c'est un facteur de risque. Une grossesse accidentelle non désirée risque par la suite aussi de déclencher ce processus de violence. Lorsqu'on parle de toxicomanie et alcoolisme, il est toujours, la toxicomanie et l'alcoolisme, ils sont toujours liés à des actes de violence chez l'enfant et chez l'adulte. Les parents dépressifs ou présentant des troubles psychiatriques, ça risque aussi d'entraîner des séances de violence. Les facteurs chez l'enfant. Lorsque cet enfant il diffère de l'enfant que le couple attendait, ça, dans quelques cas, ça risque d'entraîner la violence. Lorsque cet enfant est hyperactif, turbulent et crée beaucoup de problèmes, ça, c'est un risque, bien sûr, de violence. Les facteurs relationnels, c'est les facteurs qui entravent la relation au sein de la famille. Les antécédents de violence, un mauvais mariage ou un mariage arrangé qui n'a pas marché, l'isolement social, les parents délinquants. Lorsqu'on parle de délinquance, il y a aussi la toxicomanie, la toxicomanie, l'alcoolisme et le risque de violence. Lorsqu'il y a l'absence de cet attachement affectif entre les parents et l'enfant, c'est un terrain favorable pour la violence et aussi la famille nombreuse entraîne une surcharge et un stress quotidien, ce qui favorise l'ambiance, cette ambiance toxique et qui entraîne la violence par la suite. Pour les facteurs communautaires et sociétaux, sachez que l'image de l'enfant au niveau de sa communauté et de sa société a un impact sur la relation parent-enfant. Lorsqu'on est dans une société qui lutte contre la violence et qui favorise cette ambiance tendre et calme pour bien élever les enfants, ça permet de prévenir la violence. Mais lorsqu'on est dans une société qui n'a pas cette politique pour prévenir la violence à l'égard des enfants, ça risque de laisser aller et que les criminels s'échappent aux sanctions et par conséquence, il y a une augmentation des cas de violence à l'égard des enfants. Bien sûr, lorsqu'on est dans la pauvreté, la précarité, l'absence du soutien social, les inégalités sociales et bien sûr l'absence d'un arsenal juridique pour lutter contre la violence à l'égard des enfants, ça crée une ambiance favorable à cette maltraitance à l'égard des enfants. Alors, pour ces qualifications pénales, j'ai utilisé notre arsenal juridique marocain, mais je pense que c'est pareil pour vous parce que je pense pour les pays africains francophones, ils tirent leur arsenal juridique de la réglementation française et je pense que il y aura pas beaucoup de différence entre notre code pénal et le vôtre aussi. Alors, pour l'outrage public à la pudeur, il est réprimé par l'article 483 de notre code pénal marocain qui il dicte une une durée d'emprisonnement qui peut aller d'1 mois à 2 ans. L'attentat à la pudeur, il est réprimé par l'article 484 en cas d'absence de violence par une, une durée d'emprisonnement qui varie entre 2 ans à 5 ans et en cas de violence, cette durée peut grimper à 10 ans selon l'article 485. Alors, pour l'article 486, il réprime le viol sur mineur avec une peine qui peut aller de 10 ans à 20 ans. D'accord? Alors, sachez que le viol, c'est une qualification juridique. Il ne faut jamais l'utiliser sur un certificat médico-légal. Nous, en tant que médecins, lorsqu'on est confronté à des situations d'agression sexuelle chez mineurs ou adultes, et lors de la rédaction
du certificat médico-légal, on ne parle pas de viol, on parle d'agression sexuelle avec pénétration anale, vaginale, buccale et il faut bien sûr faire une description détaillée, mais on parle est-ce qu'il y a eu une défloration ou non. Et lorsqu'il y a une défloration, est-ce que c'est une défloration ancienne ou récente? D'accord? Le viol, c'est une qualification juridique qu'il ne faut pas que le médecin l'utilise lors de la rédaction du certificat médico-légal. C'est le juge de le prononcer. Il y a l'article 487 qui aggrave les peines édictées précédemment chez l'ascendant, l'ayant autorité sur le mineur, le tuteur et les serviteurs à gage. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles sont tenues à protéger l'enfant et non à l'agresser. Donc, s'il y a un ascendant qui est l'auteur d'une agression ou d'une maltraitance à l'égard d'un mineur qui est sous sa protection, alors les peines citées précédemment, ils doublent. Et aussi, il y a une autre circonstance aggravante qui a été édictée par le législateur marocain au niveau de l'article 488, qui est la défloration. Alors, pour cette raison-là, toujours lorsqu'on reçoit des réquisitions, il y a cette mission de parler est-ce qu'il y a eu une défloration ou non. Donc, notre réponse, elle va orienter le juriste sur l'utilisation ou non de cet article 488. Il y a aussi la répression par le législateur de l'incitation à la débauche et à la prostitution des mineurs par l'article 497 qui réprime cette incitation par une durée d'emprisonnement qui peut aller de 2 ans à 10 ans avec une amende qui peut aller jusqu'à 200 000 dirhams. Et aussi l'exploitation des enfants mineurs dans la pornographie est réprimée par l'article 503, deuxième alinéa du Code pénal marocain, d'une durée d'emprisonnement qui peut atteindre 5 ans et d'une amende qui peut avoisiner le 1 million dirhams. Alors, est-ce que ça va pour jusqu'à maintenant? Oui. OK. Alors, pour le circuit de prise en charge, c'est-à-dire d'où l'enfant peut emprunter le système national de santé au Maroc. Je vais vous exposer un peu notre système national de soins. Donc, vous voyez la flèche que je suis en train de bouger maintenant. Oui. OK. Donc, essentiellement, sachez que les cas de violence à l'égard des femmes et aussi des enfants, ils sont pris par l'unité intégrée hospitalière. C'est une unité qui se trouve au niveau des hôpitaux, soit universitaires, régionaux ou provinciaux qui existent au niveau de notre royaume. C'est une unité où il y a en principe un médecin légiste ou un médecin avec des compétences dans le domaine de médecine légale, des psychiatres, des gynécos, des pédiatres, une assistante sociale, bien sûr les urgentistes. D'accord? Cette unité s'occupe de la prise en charge des cas de violence à l'égard des enfants et des femmes. D'accord? Cette unité, il se trouve au niveau du réseau hospitalier. Or, le réseau hospitalier dans notre système de santé, il y a en principe 4 réseaux. Il y a le réseau hospitalier, il y a le réseau des soins de santé primaires, ce sont les centres de santé et les dispensaires qui sont normalement le premier niveau du système national de santé. Là aussi, les médecins qui exercent là-bas ou les professionnels, carrément les professionnels de santé qui exercent au niveau des réseaux de soins de santé primaires peuvent repérer des cas de violence à l'égard des enfants. Donc, ils peuvent commencer les premiers secours et les premiers soins et là où ils peuvent commencer carrément la prise en charge et en cas de nécessité, ils orientent l'enfant vers l'unité intégrée hospitalière. Aussi, il y a les réseaux des établissements médico-sociaux, les centres de référence pour la santé reproductive. Ils peuvent aussi, il y a ici des centres pour les jeunes. Ils peuvent aussi repérer des cas de violence à l'égard des enfants ou des femmes carrément. Et
en principe, il les oriente directement vers les unités intégrées. Il y a le quatrième réseau, c'est le RISUM, le réseau des soins intégrés des urgences. Mais ce réseau, il est dilué entre le réseau de soins santé primaire et le réseau hospitalier, parce que ce réseau est constitué par les unités des urgences de proximité qui se situent au niveau des centres de santé et aussi les unités des urgences hospitalières qui sont domiciliés au niveau des hôpitaux. Donc, au niveau des urgences, bien sûr, la majorité des cas qui sont repérés sont orientés directement vers les unités intégrées hospitalières. Et en principe, il devrait y avoir une étroite collaboration entre le secteur privé et aussi le secteur public pour une meilleure prise en charge. Alors, comment on va faire la prise en charge? Quelle prise en charge? Donc, en principe, la prise en charge d'un enfant mineur ou d'un adulte victime d'une agression sexuelle, il suit les mêmes étapes qu'une observation normale qu'on fait au quotidien comme étant des praticiens hospitaliers, en passant par l'entretien, l'examen clinique, les examens paracliniques et nous, parfois on fait des prélèvements à visée médico-légale, le traitement, la rédaction d'un certificat médico-légal, l'hospitalisation et le signalement en cas de danger sur le pronostic vital de l'enfant. D'accord? Et tout ça, on doit le faire en respectant les principes éthiques de la relation médecin-malade. D'accord? Alors, quels sont les principes, une question, quels sont les principes éthiques à respecter dans notre relation avec nos malades, tout simplement? Est-ce que quelqu'un pourra interagir? OK. Dans notre relation médecin-malade ou dans ce contexte médecin-victime, tout d'abord, on doit se présenter, on doit respecter l'autre. Il faut toujours agir dans l'intérêt de l'enfant, mais en respectant la légalité, c'est-à-dire en respectant les textes régissant notre activité médicale. Et l'essentiel, il ne faut pas oublier les deux principes. Normalement, ces deux principes, ils sont édictés par le Code de déontologie médicale. Chez nous au Maroc, il y a l'information et le consentement. Je pense que c'est pareil chez vous. Au niveau du Code de l'information et le consentement, ce sont deux obligations réglementaires et déontologiques. Réglementaires parce qu'ils sont édictés au niveau ou cités au niveau de la loi 131-13, la loi qui réglemente les activités de médecine au Maroc. Et aussi, ils sont édictés au niveau du code de déontologie médicale. Donc, avant de faire n'importe quoi avec le malade, normalement, il doit recevoir une information claire, c'est-à-dire claire, simple, loyale, sans mensonge et approprié à son niveau intellectuel et linguistique. Ça dépend de la langue qu'il maîtrise ou le dialecte que le patient ou la victime maîtrise le mieux. Donc, avant d'obtenir un consentement, normalement, il faut donner plusieurs séances d'information au patient. Ou dans notre cas, il faut toujours informer l'enfant sur ce que nous allons faire et sur la portée juridique de ce qui va suivre par la suite. Et le consentement, normalement, doit être fait d'une manière, euh, on doit l'obtenir d'une manière libre, c'est-à-dire sans pression ni physique ni morale. Et le consentement doit être libre et bien sûr orienté par l'information. D'accord? Libre. Dans ce cas-là, nous sommes devant un mineur. Donc, tout d'abord, lorsqu'on reçoit un mineur, on ne le reçoit jamais seul. C'est un réflexe à retenir. Tout d'abord, c'est quoi un mineur? Chez nous, la personne mineure, c'est une personne qui a un âge inférieur à 18 ans. Je pense que c'est pareil chez vous. Nous, la majorité s'atteint à partir de l'âge de 18 ans. Donc, moins de 18 ans, interdit
de voir la personne toute seule, soit avec l'un des parents, tuteur légal ou l'autorité récurrente, c'est-à-dire le policier, le gendarme qui amène avec lui une réquisition écrite et signée avec la mission sous forme de questions. D'accord? Et bien sûr, il faut agir avec empathie et rester objectif. L'essentiel, il faut rester objectif. Quels sont les buts de l'intervention médico-légale? Les buts, ils sont multiples. Tout d'abord, se faire le diagnostic de la maltraitance, c'est la collecte des preuves pour matérialiser l'infraction, documenter cette infraction, soustraire ou retirer l'enfant de cette ambiance toxique qui peut entraîner son pronostic vital par le signalement et l'hospitalisation, traiter et prévenir les complications en relation avec les agressions sexuelles et aussi s'aider par d'autres intervenants pour avoir une prise en charge exemplaire. L'entretien. L'entretien avec l'enfant, normalement, on doit faire l'entretien avec l'enfant dans une ambiance calme, avec la présence d'une personne qui peut rassurer l'enfant, mais toujours il faut rester vigilant parce que euh, on- cette personne pourra être à l'origine de la maltraitance. Donc, toujours il faut avoir un œil sur l'enfant et analyser ses gestes. Si vous suspectez qu'il essaie de s'éloigner ou qu'il est méfiant par rapport à la personne présente, il faut l'examiner seul. Sinon, si l'enfant demande à être examiné par la personne ou vous sentez qu'il est à l'aise avec la personne présente, il faut laisser avec la personne présente parce que c'est la personne qui détient en principe le tutorat. C'est le tuteur légal. Donc, lors de l'entretien, il faut chercher la date, l'heure, les lieux, les agresseurs. Donc, comment on pourra résumer l'entretien? C'est-à-dire qu'il faut laisser l'enfant parler d'une manière spontanée et de temps en temps l'orienter par des questions à type de qui, c'est-à-dire qui était à l'origine de cette agression. À travers cette question, on recherche à savoir l'identité de la ou des agresseurs, leur âge, leur sexe, leurs antécédents, bien sûr s'ils sont connus, si l'agresseur est l'un des membres de la famille ou un voisin, quelqu'un de l'entourage au niveau de l'école. Donc, qui, c'est-à-dire on cherche à avoir l'identité de la ou des agresseurs. Quand, c'est-à-dire avoir la date, c'est-à-dire la date, le jour et l'heure des faits. Ou on cherche à avoir le lieu, la description des lieux. Comment, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une pénétration anale, vaginale, par quoi, est-ce que c'est un organe sexuel qui a été utilisé, un doigt, un objet, d'accord? Donc, qui, comment, où, pourquoi. Et bien sûr, il faut toujours essayer de mener l'entretien avec une grande délicatesse et laisser l'enfant parler d'une manière spontanée et de temps en temps l'orienter. Bien sûr, lorsqu'on pose ces questions, on recherche à avoir une idée exhaustive sur les circonstances de cette agression, à savoir, bien sûr, les sites d'éjaculation qui va nous permettre d'orienter les prélèvements par la suite, l'existence de douleurs qu'on pourra, par exemple, traiter par la suite, s'il y a une notion de saignement, c'est-à-dire qu'il y a une suspicion de défloration, donc il faut être plus vigilant lors de l'examen de l'hymen et ainsi de suite. Donc, toutes les questions qui sont posées, ils ont toujours un objectif. Et bien sûr, il faut chercher si l'enfant a changé ses vêtements ou à pratiquer des toilettes intimes, parce que lorsqu'on change les vêtements, il y a eu une exonération anale, on risque de diminuer les chances de retrouver les indices ou plus exactement de retrouver le sperme. C'est pour cette raison-là, il faut toujours conseiller d'une manière générale, après une agression sexuelle, il ne faut pas se changer les vêtements, il ne faut pas faire ses toilettes, il faut venir comme ça pour donner plus de chances au médecin de retrouver les signes ou les indices qui peuvent documenter et matérialiser l'infraction.
Bien sûr, il faut chercher les antécédents parce qu'une jeune fille qui est proche de l'âge adulte, c'est-à-dire qui s'approche de 18 ans, qui est là, eu déjà un antécédent d'une défloration soit consentante ou non, il faut toujours avoir une idée sur l'état de virginité, c'est-à-dire l'état de l'hymen avant cette agression là, ou l'état anal. Donc, toujours, il faut différencier entre les antécédents et le fait actuel. Bien sûr, il faut chercher la date des dernières règles pour éliminer une éventuelle grossesse en cours, parce qu'une grossesse en cours contre-indique l'utilisation de la pilule du lendemain. Donc, c'est un réflexe à ne pas oublier. Donc, lorsqu'il y a une grossesse en cours, c'est une contre-indication des pilules du lendemain. Donc, si on donne directement la pilule du lendemain à une victime, qui s'est avérée par la suite était enceinte, ça serait une faute médicale. D'accord? Et bien sûr, avoir une idée sur les antécédents des activités sexuelles de la virginité, la réaction de la victime après cette agression. Donc, dans tous les cas, il faut que l'entretien soit mené d'une manière douce, avec une grande délicatesse et un grand professionnalisme. L'examen physique ou l'examen général. Donc, il faut évaluer le développement stature-pondéral et mental et psychique de la victime, mais essentiellement, il faut zoomer sur les zones vitales. Les zones vitales sont la bouche, le nez et le cou, d'accord? Parce que s'il y a, on peut retrouver des sillons en rapport avec la strangulation, avec ou des écorchures au niveau du nez ou sur les lèvres pour toute tentative de suffocation. Les zones de protection, ce sont les deux faces palmaires des deux mains et aussi les faces antérieures des avant-bras et les faces internes des cuisses. D'accord? Et les zones de prise de contention, lorsqu'on veut ligoter quelqu'un, on utilise les poignets et les chevilles. Donc, ce sont les zones médico-légales à ne pas oublier lors de l'examen général de tout enfant. Donc, et en principe, lorsqu'on reçoit un enfant avec une suspicion de maltraitance, donc on ne va pas recevoir juste pour une agression sexuelle. Donc, lorsqu'on reçoit un mineur et on a une suspicion d'une maltraitance, il faut penser à la maltraitance physique, sexuelle et aux autres facettes. Donc, on ne reçoit pas juste l'agression sexuelle. Il faut toujours, lorsqu'il y a un signe de la maltraitance à l'égard d'un enfant, il faut suspecter toutes les facettes. Donc, il faut avoir l'idée dans la tête de faire un examen général, exhaustif et recherché, c'est-à-dire examiner l'enfant de la tête jusqu'aux pieds des différentes faces. D'accord? Les vêtements, ils sont très utiles. L'examen des vêtements est très utile pour ces cas-là parce que il nous permet d'avoir une idée sur, pardon, l'examen des vêtements, c'est un examen que beaucoup de médecins oublient. Les vêtements peuvent nous apporter beaucoup de renseignements parce que sur les vêtements, on peut retrouver des taches, des souillures qu'on peut prélever et par la suite avoir un profil génétique de l'agresseur. D'accord? Pardon. Alors, on arrive à l'examen génital. Donc, il faut examiner bien sûr la région vulvaire en allant de la face interne des cuisses jusqu'à l'hymen. Il faut tout explorer. Il faut explorer bien sûr la face interne des cuisses, le pubis, le clitoris, l'urètre. Comment on fait pour examiner l'hymen? L'idéal, c'est d'avoir une sonde de foulée et le faire introduire en étant dégonflé et d'une manière très douce derrière le trou hyménial et par la suite gonfler le ballonnet qui est maintenant placé derrière l'hymen. Et lorsqu'il est bien gonflé, on tire vers nous et comme ça, la barrière hyméniale vient chez nous. Sinon, il faut introduire l'index au niveau du rectum et bomber la cloison recto-vaginale vers nous pour essayer de ramener l'hymen vers nous. D'accord? Et sachez qu'il y a différents types d'hymen. Donc, on va voir maintenant, après cette plaque, il y a l'hymen non défloré, c'est-à-dire un hymen intact. D'accord? Vous allez voir. Donc, ici,
L'image numéro 1 nous montre un hymen semi-lunaire. Ça, c'est un hymen semi-lunaire intact. Donc ici, on a des types de l'hymen qui est intact. Il n'y a pas d'agression sexuelle sur cet hymen, d'accord? Ça, c'est un hymen semi-lunaire, il est intact. Ça, c'est le bord libre de l'hymen. Ça, ici, c'est le bord adhérent à la paroi vaginale, d'accord? Et ça, c'est le trou hyménial. 2, c'est un hymen annulaire à bord régulier, d'accord? C'est un hymen annulaire. Ça, c'est un hymen frangé ou à bord sinueux. Vous avez, il y a beaucoup d'encoches congénitales. Ça, c'est un hymen normal. Ici, vous avez 3 images ou 3 types d'hymen normal. 3 autres types d'hymen normal. 4, c'est un hymen labié, d'accord? C'est un hymen avec languette, la languette est ici. C'est un hymen cribriforme, c'est-à-dire comme elle a été criblée avec des balles, d'accord? Jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'hymen normal, les variantes de l'hymen chez la fille. Aussi, ici c'est un hymen numéro 7, hymen lobé. Hymen avec un pont abride, pardon. Ici, hymen à carène, d'accord? Donc, vous avez vu jusqu'à maintenant 9 types d'hymen intacts ou variantes d'hymen. Par la suite, c'est l'hymen défloré, d'accord? Il y a l'image numéro 10, ça, on parle ici d'un hymen semi-lunaire avec une échancrure post-traumatique qui a à 6 heures, parce qu'on considère que l'hymen est comme une horloge. Ici, on a 3 heures, 2 heures, 9 heures, ici 6 heures. À 4 heures, 8 heures. D'accord? Donc, c'est une échancrure post-traumatique qui siège à regard de 6 heures. D'accord? Ici, vous avez 4 échancrures post-traumatiques. Une à 9 heures, une à 3 heures, à 6 heures et à 8 heures. Et ici, c'est un hymen qui est après plusieurs accouchements. Donc, ça, c'est les vestiges hyméniales qui restent après plusieurs. Il devient millimétrique avec plusieurs échancrures post-traumatiques ou déchirures. D'accord? Ça, c'est un hymen qui a été défloré. D'accord? Quelques autres images. Ça, c'est un hymen semi-lunaire. D'accord? Ici, c'est un hymen, pardon, c'est un hymen annulaire. Et ici, le pont. Vous avez hymen à pont. Ça aussi, il y a un pont ici. Ça, c'est un hymen annulaire intact, comme on vient de voir. Ça, c'est un rappel anatomique des principes repères anatomiques utilisés lors de l'examen de l'hymen, d'accord? On vient de le voir. La terminologie, comme je viens de le dire, l'hymen est considéré comme une horloge. Et ça, c'est 0 heures ou 12 heures. Ça, c'est 3 heures, 9 heures, 6 heures, 4 heures, 8 heures, 11 heures, et comme ça. Pourquoi on utilise cette terminologie? Pour avoir un langage universel et savoir lorsque un autre médecin lit ou le juriste lit le certificat médico-légal, et ben, il a une idée sur le siège exact et la localisation exacte de l'hymen, de l'échancrure ou de la défloration, il siège où exactement. Aussi, lorsqu'il y a cette échancrure post-traumatique dépasse les 50% où est profonde, c'est-à-dire complète, il a atteint 100%, c'est une défloration complète avec une échancrure qui s'étale du bord libre de l'hymen jusqu'au bord adhérent. Parfois, l'entaille dépasse les 50%, parfois il est moins que 50%, sera une entaille soit superficielle ou profonde. Donc, en principe, la description de l'entaille ou de l'échancrure, il faut essayer d'avoir une idée sur le pourcentage de cette entaille par rapport à la distance qui sépare le bord. Ça, on l'appelle le bord libre de l'hymen. Et ça, ici, c'est le bord adhérent de l'hymen, parce que l'hymen adhère ici sur la paroi vaginale, tout simplement. Alors, pour la cicatrisation, il faut avoir un repère
vos têtes, c'est que la cicatrisation d'une échancrure traumatique héméniale dure entre 5 à 8 jours, sauf surinfection surajoutée. En principe, donc 90%, c'est 5 à 8 jours. S'il y a une surinfection, il peut aller jusqu'à 10 à 15 jours maximum, d'accord? Ça, vous avez un érythème ici en faveur d'une tentative, d'une agression sexuelle récente. Ça, et aussi, ça, c'est une défloration récente. Les berges sont toujours échymotiques ici. D'accord? Lorsqu'on a une entaille, toujours, il faut voir les bords. S'il y a toujours un aspect échymotique, saignant ou parfois surinfecté, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une agression récente, c'est-à-dire moins de 8 jours. Si cicatrise, c'est plus que 8 jours, on ne pourra pas dire que c'est une année ou 30 années. D'accord? Aussi, c'est une échymose récente, mais sans défloration. C'est une agression sexuelle récente sans défloration. Vous avez ici cette échymose qui est récente. Ça, c'est une défloration à 6 heures. C'était une encoche, une échancrure post-traumatique ancienne. D'accord? Alors, il faut différencier entre l'encoche et l'échancrure. L'échancrure, il est toujours post-traumatique, il est irrégulière, asymétrique et déchiqueté. L'inverse, régulier, symétrique et incomplet, c'est une encoche congénitale, c'est-à-dire n'est pas post-traumatique, c'est congénital. Pour la région anale, bien sûr, on va faire un examen minutieux et il faut essayer de ne pas créer des lésions iatrogènes. On recherche la présence d'érythème, œdème, un effacement des plis. Lorsque nous sommes devant un effacement des plis, il faut suspecter qu'il y a eu plusieurs pénétrations anales. D'accord? Dilatation veineuse localisée, ce sont les hémorroïdes. L'habillance spontanée de l'anus, l'habillance spontanée de l'anus, il faut toujours suspecter d'autres pathologies comme l'oncoprésie. Il peut être à l'origine d'une béance spontanée de l'anus. Donc, il faut rester vigilant et parfois demander l'avis d'un gastro ou d'un chirurgien pédiatre pour avoir une idée sur l'étiologie de cette béance. Est-ce qu'il est post-traumatique ou il y a un processus pathologique en amont qui est à l'origine de cette béance? Aussi, il faut rechercher les érosions mucocutanées au niveau des fonds des replis muqueux. Lors du toucher rectal, on apprécie premièrement le tonus sphinctérien. Est-ce qu'il y a une douleur lorsqu'on examine l'anus? Et bien sûr, préciser si le droitier revient suivi de sang ou non. S'il y a le sang, il faut toujours être vigilant et demander une aniscopie par soit un gastro ou carrément si le chirurgien pédiatre ou un pédiatre peut la faire. D'accord? Parfois, on peut aller même, on peut monter vers une rectosigmoïdoscopie pour chercher d'autres lésions pathologiques qui peuvent avoir d'autres origines que cette agression. Et si vous avez l'HPV, donc c'est une complication d'une infection, d'une agression sexuelle. Donc ça, c'est une preuve que cette victime a été agressée sexuellement. D'accord? Alors, lorsqu'on examine l'enfant, on fait l'entretien, l'examen et les examens complémentaires et parfois même des prélèvements, il faut documenter. À quoi sert la documentation? Parfois, on est demander à comparaître devant le juge pour expliquer ou pour témoigner. Pour cette raison-là, il faut toujours avoir le dossier parce qu'on risque de tout oublier. Donc, le dossier doit contenir tout ce qui a été dit par la victime et tout ce qui a été vu par le professionnel. Comme ça, en cas de témoignage, on va relire notre dossier et aller avec une conscience tranquille pour notre témoignage. La documentation, le dossier médical, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il doit tout comprendre tout court.
l'identité de la victime, le représentant légal, une copie de la réquisition, le consentement, les antécédents, les données, les résultats des examens cliniques, paracliniques et les prélèvements qui ont été réalisés, les traitements, les pictogrammes et les photographes. Bien sûr, avant de prendre les photos, il faut avoir le consentement du tuteur légal et aussi de l'enfant en fonction de sa capacité ou de ses capacités de discernement. Tant que l'enfant se rapproche ou se rapproche de l'âge adulte, on doit toujours avoir son consentement. Pardon. Ici, vous avez devant vous euh, les pictogrammes qu'on utilise en principe pour documenter les lésions sur le corps de l'enfant. Par exemple, sur ce pictogramme, on peut faire une description des lésions qui peuvent exister soit sur la face antérieure ou la face dorsale d'une victime mineure et fille. D'accord? Et c'est un pictogramme pour décrire les lésions qui peuvent être objectivées sur la barrière immuniale ou au niveau anal. Comme ça, on a le dossier médical bien solide, bien argumenté, bien documenté. Alors, pour les prélèvements, c'est quoi un prélèvement médico-légal? Un prélèvement à visée médico-légale. C'est un prélèvement qui vise à identifier l'agresseur, à rechercher d'éventuelles intoxications associées et bien sûr de matérialiser l'infraction. En principe, il est très souhaitable de le réaliser sur réquisition. La réquisition, c'est une feuille qui est écrite, c'est une injonction au médecin qui est envoyée par les autorités judiciaires avec plusieurs questions plusieurs questions techniques que le médecin doit y répondre. Et normalement, les prélèvements devront être réalisés dans l'urgence parce que tant qu'on est, on est très, très, très près de la date de l'agression, on a le risque de tomber sur des indices qui peuvent documenter et matérialiser l'infraction. Tant qu'on s'éloigne de la date de l'agression, on risque de perdre ces indices. Alors, on peut faire plusieurs prélèvements. On va les voir un par un. Vous avez ici devant vous un échrovion vaginal. On utilise un échrovion et on l'introduit au niveau vaginal pour essayer de retrouver des signes en faveur de la présence du sperme. Alors, premier prélèvement, c'est le sperme. Sa présence est une preuve irréfutable d'un contact sexuel. Il doit être réalisé le plus tôt possible. Les délais sont variables en fonction du site d'éjaculation. Ils peuvent aller de 96 heures au niveau du vagin jusqu'à 24 heures, mais on peut retrouver le sperme au-delà de ces limites ou ces délais. Donc, il faut essayer de faire le maximum de prélèvements. Le site est orienté par la victime. D'accord? En principe, on fait deux prélèvements par site. Pourquoi deux prélèvements? Parce que le premier prélèvement va être analysé par le premier laboratoire agréé. Et en cas de litige, le deuxième prélèvement devra être refait par un deuxième laboratoire, c'est une contre-expertise ou carrément une deuxième expertise dans un deuxième laboratoire. Donc, deux écovions ou deux prélèvements par site. Pardon. Comment faire le prélèvement sans toilette préalable? Très souhaitable pour avoir plus de chances d'avoir un résultat positif. Gants stériles pour éviter toute contamination. Coton aussi stérile pour éviter les contaminations. Séchage à l'air libre. Donc, lorsqu'on fait les écovions, on les laisse sécher, puis on replace le capuchon. Si les prélèvements vont être acheminés rapidement vers le labo concerné, donc il faut les garder à 4 degrés pendant 48 heures maximum. Sinon, il faut les congeler à une température de moins 18 degrés Celsius. Et la saisie et la scellée doit être faite par les officiers de la police judiciaire avec, bien sûr, sur un bon étiquetage qui doit comprendre l'identité de la victime, l'identité du médecin, le site, la date et le numéro de la réquisition. Vous avez devant vous ici un écovionnage au niveau de la région buccale.
Ici, écovionnage au niveau de la région génitale. Ici, vous avez un short qui est essuyé par une tache suspecte de sperme. Donc, il faut prendre l'écovion et le faire passer ici, 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 et le laisser sécher et mettre le capuchon. Et par la suite, laisser sécher laisser sécher ce caleçon, ce short, et puis le mettre dans une enveloppe et le donner aux officiers de la police judiciaire. Mais bien sûr, il faut mentionner tout ça sur votre certificat médico-légal. On cherche quoi? Lorsqu'on fait un prélèvement du sperme, on cherche soit la présence du liquide séminal, c'est-à-dire le PSA, l'antigène spécifique de la prostate, ou carrément des spermatozoïdes. Mais parfois, il y a des personnes qui sont azoospermes, donc on cherche le PSA, d'accord? Le prélèvement du sperme nous permet d'avoir ou d'extraire le profil génétique de l'agresseur. C'est ça le but ultime de cette manœuvre-là. Ici, vous avez le test PSA. C'est comme les tests de grossesse. On fait tomber une goutte ici. Il y a cette plaque normalement qui est où va migrer cette goutte. T, c'est le test, C, c'est le contrôle. Le contrôle doit être toujours positif. Si ce n'est pas positif, c'est-à-dire que le test n'est pas valide, il faut jeter. Lorsqu'on a le contrôle positif, on attend de voir le test. Si on a l'apparition de cette bande ici, c'est-à-dire que le test est positif, donc comment est-ce positif? Sur cette plaque, il y a des anticorps antigènes PSA. Lorsque cette gouttelette contient des antigènes PSA, il y aura cette réaction chromatographique entre les anticorps antigènes et l'antigène et la production de cette coloration. En l'absence de l'antigène, il n'y aura jamais cette coloration et le test sera négatif. Le prélèvement de poils et de cheveux. Donc, les cheveux, ils nous permettent d'avoir une idée aussi sur l'agresseur. La conservation se fait dans une enveloppe à papier à température ambiante. Les cheveux nous permettent d'avoir une idée sur le profil génétique de l'agresseur et parfois le passé toxicologique de l'agresseur. Carrément, d'accord? Les prélèvements sous un aiguillon. Pourquoi on prélève le matériel sous les ongles? Parce que la victime, lors de ses manœuvres de défense, il risque de griffer l'agresseur et emporter avec elle, sous ses ongles, le matériel génétique de l'agresseur qu'on cherche à travers ces prélèvements. D'accord? Le prélèvement de vêtements. Je viens de le dire dans les plaques précédentes, on les laisse sécher, on les conserve et on les envoie. Et par la suite, les laboratoires agréés vont extraire le patrimoine génétique de l'agresseur. Les prélèvements à visite toxicologique sont essentiellement le sang et parfois les urines, d'accord, à la recherche des toxiques. Les toxiques recherchés sont l'alcool, les médicaments et les stupéfiants, d'accord. Comme je viens de dire, il y a le sang, les urines et aussi la touffe des cheveux coupée à ras du cuir chevelu. La touffe des cheveux nous permet d'avoir une idée sur le passé toxicologique qui peut remonter jusqu'à 6 mois. Mais pour les cheveux et les urines, ce sont juste un dosage qualitatif et le quantitatif, c'est uniquement au niveau du sang. D'accord? Pardon. Alors, pour les prélèvements à visée médicale. Pour les prélèvements à visée médicale, après une agression sexuelle chez une personne mineure ou carrément adulte, il faut suspecter et demander un statut sérologique initial contre la sérologie VIH, TPH, AVDRL, l'hépatite B, C, et bien sûr, éliminer une grossesse antérieure et à répéter ultérieurement pour voir est-ce qu'on pourra avoir une séroconversion qui va être imputée à l'agression. D'accord? Il ne faut pas oublier notre rôle de thérapeute, c'est-à-dire il faut traiter
Tout d'abord, il ne faut pas passer à côté d'une urgence vitale. Vous avez un enfant qui est admis au niveau des urgences avec un traumatisme crânien grave et perte de connaissance. Donc, il faut se concentrer sur les urgences vitales. Le certificat médico-légal et la procédure médico-légale, c'est pas une urgence. L'urgence, c'est la vie. Donc, il ne faut pas passer à côté d'une urgence vitale, sinon notre responsabilité pourra être engagée. Donc, une détresse vitale doit être réanimée. Euh, Parfois, il y a des cas qui nous poussent à demander de l'aide d'autres spécialistes. Les chirurgiens pédiatres, les gynécos, les pédiatres, parfois des lésions dermatologiques qu'on appelle les dermatos pour staffer le cas et ainsi de suite. Donc, il faut toujours travailler dans la collégialité et avoir le répertoire bien rempli avec les numéros de téléphone de nos confrères, les autres spécialistes et les autres urgentistes et toujours travailler dans la collégialité. D'accord? Les plaies sont à suturer, à traiter, bien sûr, l'infection en cas de suspicion ou protéger la victime contre une surinfection éventuelle, utiliser les analgésiques, les anxiolytiques, les hypnotiques. Bien sûr, c'est du cas par cas, mais l'essentiel, il ne faut pas passer à côté d'une urgence vitale et traiter les lésions qui sont constatées sur le corps de la victime. En cas d'agression sexuelle récente, c'est-à-dire moins de 120 heures, on peut utiliser la pilule du lendemain. Au Maroc, on a l'Elawan, mais l'essentiel, je l'ai souligné en jaune, il faut éliminer une grossesse déjà existante. C'est-à-dire, avant de donner la pilule, il faut faire un test de grossesse et bêta-HCG pour ne pas donner la pilule du lendemain sur une grossesse déjà existante, ce qui constituera une faute médicale. Donc, il faut être vigilant. Alors, toujours dans notre rôle de thérapeute, il faut prévenir le tétanos et les infections sexuellement transmissibles, le VIH, l'hépatite, et ne pas oublier le soutien psychologique à la victime. D'accord? Le suivi à 2 semaines, 3 mois et 6 mois des sérologies et des sérologies concernant les infections sexuellement transmissibles, le dépistage de la grossesse et l'évaluation et le suivi de l'état psychologique. Alors, on termine et on a tous les arguments en faveur d'une maltraitance à l'égard d'un enfant avec un risque imminent sur son pronostic vital, lorsqu'on craint que le pronostic vital de l'enfant pourra être atteint, donc il faut le signaler. Au Maroc, le signalement est permis par l'article 446 du Code pénal marocain qui nous donne une permission de signaler sans être poursuivi pour une divulgation du secret professionnel. Mais si on ne signale pas et l'enfant meurt par la suite, il y a le risque de la non-assistance à une personne en danger qui est réprimé par l'article 431 du Code pénal marocain. D'accord? Donc, toujours pour le signalement, on est l'article 446 qui nous donne cette permission et l'article 431 qui réprime la non-assistance à une personne en danger. Mais en principe, si vous avez le diagnostic de la maltraitance à l'égard d'un enfant et que vous suspectez que son pronostic vital risque d'être engagé, donc à cet instant-là, il faut le signaler, il faut l'hospitaliser pour le retirer de cette ambiance de danger, le mettre en abri et bien sûr compléter l'évaluation et éliminer d'autres diagnostics différentiels et suivre l'évolution et par la suite le signaler à qui, en principe chez nous, on fait le signalement soit au procureur du roi ou au procureur général, ça dépend est-ce que c'est très bien la première instance ou de la cour d'appel. Comment? Essentiellement par écrit, par oral oui, mais essentiellement par écrit. Que comporte-t-il? L'identité des médecins, de la victime, du représentant légal et la description
on va voir le modèle. Donc, l'objet, donc, il faut écrire à Monsieur le procureur du roi près de la tribunal de première instance de telle ville. L'objet, c'est un signalement d'un enfant en danger. Monsieur le procureur, je tiens à porter à votre connaissance les faits suivants. Donc, on va écrire, on va mettre l'identité de l'enfant, de son tuteur légal, bien sûr. Par la suite, on va mettre les dires de l'enfant, les dires du tuteur légal et le résultat de notre examen clinique, physique qui est objectif. Et par la suite, les faits constatés m'amènent à penser que cet enfant est en danger ou est en situation de danger et envoyer ce signalement. Et parfois, on peut même joindre un certificat médico-légal avec une durée d'ITT convenable aux lésions qui ont été constatées. Le modèle de certificat médico-légal. Alors, normalement, le certificat médico-légal, il est établi à la suite soit de la demande de la victime lorsqu'il est adulte, d'accord? Lorsque nous sommes devant une victime adulte, il peut demander le certificat et il a le droit, soit devant la situation d'un mineur, ce certificat doit être demandé par le tuteur légal et donné au tuteur, soit par l'autorité récurrente. Jamais on donne un certificat médical légal à une personne mineure. D'accord? La personne mineure, le réflexe que j'ai déjà dit lors des premières plaques, lorsque nous sommes devant une personne mineure, il faut toujours demander la présence du tuteur légal ou l'autorité récurrente. Pourquoi? Parce que c'est les deux qui peuvent avoir accès à ce certificat médico-légal. D'accord? Il s'agit d'un acte médical. C'est l'élément objectif sur lequel l'autorité judiciaire pourra s'appuyer pour décider l'orientation de la procédure. C'est-à-dire, à la base de ce certificat, le juge va édicter ces différents chefs d'inculpation. La rédaction doit être claire et soigneuse. La forme et le contenu, donc, pourra être rédigé sur un papier libre ou préimprimé, comporter deux identités, médecin, victime et autorité récurrente parfois, et aussi le tuteur légal, l'identité de l'accompagnant, la date de la rédaction du certificat, la signature des médecins. La date de rédaction, toujours, il faut mentionner sur le certificat la date des faits traumatiques ou de l'agression, la date et la date de la rédaction, qui est la date de l'examen. D'accord? De l'examen. Alors, le contenu, trois rubriques. Tout d'abord, les dires et les doléances de la victime. C'est comme une observation normale. Il y a les signes fonctionnels, puis les signes objectifs ou les signes physiques. Donc, tout d'abord, ici, ce sont les signes fonctionnels, c'est-à-dire les dires et doléances de la victime, date et lieu des faits, les types de violence, la fréquence, la localisation, l'usage de force ou non, les signes fonctionnels, c'est-à-dire la réponse aux différentes questions. Qui, quand, comment, où, quand est-ce, que, pourquoi, par qui, d'accord? Les allégations doivent être rapportées au conditionnel à son auteur. Donc, toujours, ces signes doivent être rapportés soit à l'enfant mineur ou au tuteur légal qui les raconte. L'examen clinique et les examens complémentaires, c'est un travail objectif. Donc, les descriptions des blessures, leur type, siège, forme, caractère récent, aigu ou ancien. En cas d'abus sexuel, c'est-à-dire le type, caractère, l'ancienneté, l'évaluation de risque de grossesse, l'état général, le signalement des séquelles antérieures pour les différencier de l'examen actuel et aussi les examens complémentaires et leurs résultats. Et bien sûr, si on a réalisé des photos, on peut les adjoindre en cas de nécessité. La conclusion, le médecin se prononcera sur la période de l'incapacité de travail personnelle en fonction, bien sûr, des lésions qui ont été décrites auparavant. Et en cas de violence sexuelle, il faut parler de la barrière immuniale, est-ce qu'il y a un intact ou il y a une échancrure traumatique récente, ancienne, et bien sûr se mettre des réserves par rapport aux séquelles antérieures. Alors, sur le certificat médico-légal à faire, il faut émettre des réserves pour tout ce qui ne peut être vérifié. Donc, il faut être
vigilant et prudent lors de la rédaction du certificat médico-légal, se limiter aux éléments objectifs constatés sans mentionner les informations violant le secret professionnel. Donc, toujours, il faut rester dans la mission, ne répondre que questions de la mission. Ne remettre le certificat qu'à une personne adulte et ou à l'autorité récurrente. En cas de réquisition, répondre aux questions de la mission et ne pas sortir de ces questions car on risque de violer le secret médical. Et consigner les constatations dans le dossier médical et bien sûr, une copie du CML doit rester dans le dossier médical pour la documentation, pour l'archivage en cas de demande de témoignage. À ne pas faire, bien sûr, il faut éviter de reprendre les dires de la victime pour le propre compte du médecin. Donc, comme je viens de vous dire dans les plaques précédentes, euh, rapporter les dires de l'enfant à l'enfant, les dires de tuteur légal, et nos constatations physiques, ils vont être rapportées au médecin qui les a fait. Il ne faut pas conclure en qualifiant l'infraction ou en désignant l'auteur. Donc, qualifiant l'infraction, je vous ai déjà dit les premières plaques que il ne faut pas parler du viol sur un certificat médico-légal. C'est une qualification juridique dont seul le juge pourra se prononcer. Nous, on parle d'agression sexuelle avec pénétration anale, pénétration vaginale, d'accord? Défloration ancienne, défloration récente, d'accord? C'est ça notre langage médical. Il ne faut pas sortir du langage médical et aller au langage juridique. Donc, il faut rester avec sa blouse et ne pas mettre la blouse du juriste. D'accord? En cas d'agression sexuelle, conclure à l'absence d'agression lorsque l'examen clinique ne montre aucune lésion. OK, donc, en guise de conclusion, donc, il faut respecter le même raisonnement avec lequel il travaille le praticien hospitalier, c'est-à-dire on passe par un entretien minutieux, spontané et de temps en temps orienté par nos questions, un examen clinique objectif et des examens paracliniques et prélèvements orientés par les données de l'entretien et de l'examen clinique. Le traitement, il ne faut pas omettre les urgences, traiter les autres lésions constatées sur le corps. En cas de danger, il faut hospitaliser et signaler le cas aux autorités judiciaires, d'accord? Et à la demande du tuteur ou à la demande des autorités récurrentes, le médecin pourra rédiger et délivrer un certificat médico-légal constatant les différentes lésions sur le corps de la victime. D'accord? On va voir quelques cas. Si je vous demander d'interagir, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est une image avec quelques ecchymoses, Oui, avec du sang en pouffe aussi. ouais, ça c'est la région anale. Anal, Avec oui. oui, c'est le pourtour anal. Il y a une ecchymose en faveur d'une agression sexuelle récente. Récente. D'accord? C'est un Oui. écoulement hémorragique par orifice anal autour duquel il existe des ondes bleutées suggérant des ecchymoses et une congestion. D'accord. Ici, ça c'est la vulve. Qu'est-ce que vous voyez ici? Il y a des ecchymoses ici et aussi ici. D'accord? Oui. Ici, ça, c'est les gens, je vous ai dit déjà ça, ce sont les zones de pression. D'accord? Ça, ça, c'est carrément un hématome au niveau de la face interne des bras. D'accord? Les zones médico-légales à toujours examiner. Il ne faut pas omettre d'examiner ces régions-là. Ici, qui pourra me décrire? Il s'agit de quoi? Ça, c'est une excision. C'est une excision rituelle. On a enlevé les grandes lèvres, les petites lèvres et tout. D'accord? C'est comme la circoncision, les hommes, c'est une circoncision chez une femme. Aussi, ça, c'est l'orifice anal avec une ecchymose.
dans sa périphérie. Ça, c'est un email qui est intact. D'accord? Intact. OK. Ouais. Ici, il y a cette lésion-là. Vous la voyez à 9 heures. Et il y a une autre ici qui n'est pas bien visible. Mais ici, ça, celle-là, il est bien visible. Il est encore saignante. Et annulaire. OK. Ouais. D'accord? Ça, c'est l'orifice anal avec un énorme hématome. D'accord? Il y a même des lésions en interne aussi. Il y a cet hématome dans la région périanale et au niveau des deux fesses. Et ici, Mhm. vous avez un érythème ou une ecchymose à 6 heures, mais il n'y a pas de défloration. C'est une tentative de défloration, mais il y a ce signe-là qui oriente vers une tentative de défloration. D'accord? Ok, à la fin, je vous invite à notre congrès qui se tiendra, Inch'Allah, à Marrakech entre le 20 et 22 octobre prochain, notre troisième congrès national de médecine légale qui sera dédié à la médecine légale et traite des êtres humains comme thème principal. Il y en a deux autres thèmes, la radiologie et la médecine légale et la violence à l'égard des femmes avec un atelier sur anthropologie et médico-légale. Et je vous remercie pour votre patience. Et je suis à vous si vous avez des questions pour interagir et pour revenir sur des aspects si vous voulez.